bienvenue dans Culture et Pot de Banane. Je suis ravi de vous retrouver pour notre émission bimensuelle du mercredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités. Aurélie Glicos-Milin, ancienne élue à la culture à Marcilly et présidente de l'association Musica. Bonjour Aurélie. Et aujourd'hui, vous venez parler de votre festival des ondes classiques qui aura lieu au mois de juillet, que vous avez créé en 2021. Et j'ai aussi le plaisir d'accueillir un duo, cette fois-ci, Dominique Pagès-Dardillac et Lexa de Lexa & Co. Aujourd'hui, vous venez vous parler des balades urbaines. Donc c'est un événement que vous avez créé tous les deux, c'est ça. Et donc voilà, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec vous, Dominique et Lexa. Et on va donc parler des balades urbaines que vous avez créées donc avec la société d'événements Lexa & Co. Déjà, est-ce que vous pouvez me parler un peu du concept, Dominique ? Alors le concept, on propose, donc c'est une balade pédestre dans la ville de La Rochelle, de découverte de l'art urbain et du street art, mais pas que. L'art urbain, c'est de l'art visible de la rue, donc c'est essentiellement du street art, mais tout au long de la balade, il y a aussi d'autres formes d'art qui sont visibles. Et donc c'est un parcours que l'on fait qui dure à peu près 2 heures, où on commence à l'endroit de La Rochelle, connu de tous les amateurs d'art urbain, qui est la friche du Gabu, et puis le quartier Saint-Nicolas, et on finit dans les rues du centre-ville, où il y a également beaucoup de choses à voir. Alors Lexa, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous avez eu l'idée d'organiser ce type d'événement ? Eh bien oui, en fait, tout est né d'une rencontre avec Dominique, qui s'appelle aussi Marguerite La Rochelaise, cette petite vache qu'on voit là, voilà, et que j'ai vu un petit peu collée partout dans La Rochelle, à côté des œuvres d'art urbain qui sont un peu postées partout. Et donc c'est Dominique qui a l'initiative, voilà, et on a commencé à parler art, street art, et puis j'ai trouvé une culture très très riche à La Rochelle. Venant de Paris, j'étais agréablement surprise. Et puis un soir, on est allé boire un verre, discuter justement de tout, de rien, de ce qu'on aimait, etc. Et puis une chose en amenant une autre, je dis si tu avais quelque chose à proposer sur La Rochelle, autour de l'art, pour permettre aux gens de découvrir La Rochelle autrement, qu'est-ce que ce serait? Et puis il me dit une balade urbaine, ça me plairait bien. Et puis voilà, et puis 2 semaines après, on avait lancé la première balade qu'on a filée tous les deux, parce que c'était la première, donc on n'avait pas encore de personnes, on n'avait pas vraiment fait de pub, voilà, on avait lancé ça comme ça. Et puis le filage, on a fait notre première balade urbaine ensemble, voilà, et on a dit c'est génial, allez, on lance. C'est une première sur La Rochelle, ce type de balade. Le street art est reconnu ça n'existait pas jusqu'à maintenant. Il y avait un format qui a existé un temps, qui avait été proposé par Laurent Keps, qui est un graffeur, qui est un des fondateurs de l'association Lord, qui est une association très active sur la ville de La Rochelle. D'accord. Et Laurent, en lien avec le Centre des Monuments Nationaux et les Tours de La Rochelle, avait proposé une balade où en fait c'était le graffiti urbain et le graffiti des tours. Donc c'était une balade qui commençait à la friche du Gabu et se finissait notamment à la tour de la Lanterne pour découvrir les graffitis. Donc ça existait il y a quelques années déjà. Laurent maintenant est parti de La Rochelle, il est installé à La Réunion, donc il est un petit peu trop loin pour faire ça. Et depuis, en tout cas, ça n'existait pas à La Rochelle, une promenade dédiée de découverte de l'art urbain, ça n'existait pas. Ça existe dans d'autres villes, notamment à Bordeaux et à Paris, mais pas que. Et ça n'existait pas sur Toulouse La Rochelle. aussi. Toulouse, c'est une ville qui est pas mal sur l'art urbain. Voilà. Vous vous inspirez un peu justement de ces villes, de ce qui s'est fait dans ces villes-là qui sont assez accrochées à l'art urbain? L'inspiration, elle est venue d'elle-même, de par les lieux. J'ai même pas eu à chercher les lieux, ils existaient déjà. Donc après, c'était construire le parcours, mais la construction a été extrêmement rapide, puisque le Gabu, quartier Saint-Nicolas, centre-ville, ça reste concentré quand même. C'est pour ça que c'est proposé à pied. Alors on aurait pu élargir les choses en allant jusqu'à la Palisse, où il y a pas mal de choses, aller jusqu'à des BMA Étré, où là aussi il y a beaucoup de...
300 mètres de murs et d'expression urbaine de façon régulière. Mais là, le principe, c'était de se concentrer déjà sur une balade pédestre qui permettent de se promener dans la ville. Et c'est pour ça qu'on concentre aussi à 10-15 personnes maxi, pour que ça reste agréable pour tout le monde. Moi, que je ne perde pas la voix, et les visiteurs qui puissent entendre et que ce soit agréable, parce que vraiment, on parcourt la ville à pied, on fait des arrêts de temps en temps. Donc voilà, c'était important. Après, l'inspiration... je ne me suis pas inspiré particulièrement de ce qui existait déjà. Je savais que ça existait ailleurs, et c'était une envie profonde que j'avais depuis quelques années, de par mon attrait pour le street art et l'art urbain. Très bien. Aurélie, vous connaissiez les balades urbaines ? Pas du tout. Pas du tout. Par contre, Marguerite La Rochelaise, oui, j'avais vu passer mais c'est vrai qu'on aperçoit pas mal de choses à La Rochelle en passant. Hein. On boit sans boire et on se pose des questions. Et je trouve ça formidable de savoir que maintenant on peut se promener avec quelqu'un et puis découvrir de manière un peu plus... Et d'ailleurs, ça a été un des buts de la balade. C'est pas que se promener et montrer, c'est aussi... bon, c'est vrai que moi, je suis arrivé à La Rochelle en 2013, donc depuis 2013, je fais limite un travail de collecte de tout ce qui a pu se faire au niveau collage, au niveau graphe, etc., que je photographie, que je garde précieusement, et que je diffuse d'ailleurs dès le début sur la page de Marguerite La Rochelaise. C'était des albums, enfin c'est toujours d'ailleurs des albums qui s'appellent Sur les murs, et qui sont un petit peu le fil rouge au fil des semaines, parce que j'en mets quasiment un par semaine en ligne, parce qu'il y a matière à en mettre presque un par semaine. Du coup, c'est votre métier. Quand vous baladez par exemple dans La Rochelle, vous voyez un graffiti par exemple, vous savez reconnaître l'artiste qui est derrière ? Alors, je fais en sorte. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose de nouveau que je ne connais pas, j'essaye de gratter. Bon, maintenant, l'avantage des réseaux sociaux, c'est que, ou par Instagram ou par Facebook, on arrive très vite et très facilement, en tapant le nom de la personne, à retrouver qui c'était. Parfois, c'est juste avec des hashtags que, par le biais, en googlisant, on arrive à retrouver certaines personnes. Et c'est ce que je fais par rapport aux balades, c'est que j'essaie de trouver qui est l'artiste, de le rencontrer si c'est possible. Et j'en ai rencontré pas mal, donc ça c'est bien. Et puis après, de parler à la fois de l'œuvre, mais aussi de l'artiste, d'où il est, d'où il vient. Si c'est, par exemple, sur des collages, parfois, il y en a beaucoup qui utilisent la rue comme une galerie à ciel ouvert. Et en fait, le collage, c'est pas forcément des collagistes à la base qui ne font que ça, mais ils se servent de la rue pour se faire connaître en proposant leur collage. Et même parfois, c'est des vraies œuvres, enfin c'est des œuvres originales qui dessinent et qui collent directement, qui se délitent après avec le temps. Donc des fois, ça fait un petit passement au cœur de voir ces œuvres se déliter au fil du temps, mais ça fait partie du jeu aussi. Et sur La Rochelle, on a beaucoup de graffeurs, d'artistes de rue comme ça, qui graffent... Alors, on va dire en reconnu, il y en a une bonne trentaine. D'accord. Après, on peut aller jusqu'à une cinquantaine. Vous pouvez nous donner des noms, par exemple Alors, dans les graffeurs, parce qu'après, il y a des catégories. Oui. Si vous voulez, on met tout dans street art. Après, il y a le graphe, il y a le collage, il y a le pochoir aussi. Pochoir, donc oui. c'est un petit peu... Donc, en graffeur connu sur La Rochelle, il y a Seri, qui est un des fondateurs de l'association Lord. D'accord. Donc, lui qui est très présent sur La Rochelle. Il y a Neil, Watt, Zoya, qui est une des rares filles présentes dans le milieu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Après en pochoir, alors en pochoiriste connu qui poche un petit peu moins ces derniers temps sur La Rochelle, mais il y a Noir Nito qui fait partie vraiment des très bons pochoiristes, qui lui aussi a utilisé la rue comme galerie à ciel ouvert pour se faire connaître.
Et puis voilà, il y a Super Bourdi qui, donc lui c'est le petit bonhomme à slip rouge que l'on voit alors surtout rue Saint-Nicolas. Donc son petit Bobby. Donc lui il est reconnaissable déjà. Par voilà, Bobby le petit bonhomme à slip rouge. Bon, tout de suite, même si on ne sait pas que c'est Super Bourdi, le papa du Bobby, le Bobby commence à être bien connu à La Rochelle. Et puis il y en a d'autres. Alors un petit peu moins connus, mais qui sont aussi récurrents à La Rochelle. Il y a un petit chat qu'on voit un petit peu traîner partout, qui pète souvent. Voilà, c'est les petits chats qui pètent. Oui, ça dit quelque chose. Voilà, donc ça il est aussi pas mal présent rue Saint-Nicolas. Et donc c'est le nom d'artiste et parenthèse. Et donc c'est... Voilà, au mois de mai, vous avez fait une interview au Parisien. Et vous parlez d'un petit ourson, mais vous n'avez pas trouvé un graphe, je crois. Non, c'est pas un graphe, en fait, c'est des petits oursons moulés. Vous n'avez pas trouvé encore l'artiste? Non. Vous l'avez trouvé depuis? Non, alors il y a quelqu'un, ça m'a fait rire parce que quelqu'un m'a envoyé un lien en me disant j'ai trouvé qui c'était. Et en fait, quand j'ai cliqué sur le lien, on m'a renvoyé sur les oursons Haribo. D'accord, ok. Voilà. Donc, bon, voilà, je ne pense pas que ce soit Haribo qui ait fait une campagne comme ça à La Rochelle en collant ces petits oursons un petit peu partout, ça m'étonnerait aussi. Et donc, il en reste 3 à ma connaissance encore dans La Rochelle. Il y en a 2 rue Saint-Nicolas et 1 au Gabu. D'accord. Alors, ce qui me fait rire au Gabu, c'est que ce petit ours est passé par toutes les couleurs, puisque les graffeurs, souvent, quand ils préparent les murs, donc mettent une couleur. Et donc, cet ourson a commencé jaune et depuis est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel au fur et à mesure des graphes. Mais il est toujours là. Donc, vous continuez de mener l'enquête pour, voilà, je lance un appel, si on peut me dire qui a fait ces ours. Et parfois, c'est les graffeurs qui se manifestent même vers vous pour vous dire voilà, ça c'est mon œuvre. Il y a quelque chose qui est amusant depuis qu'on fait les balades urbaines, donc on a commencé en juillet l'année dernière, c'est que le parcours est sensiblement identique, on change parfois 1 ou 2 rues dans le centre-ville, mais on a des passages obligés, et donc ça se sait. Et donc maintenant il y a des collages, surtout des collages qui sont faits sur le parcours, donc c'est assez amusant. Et là il y en a un nouveau que je viens de découvrir. Alors c'est signé Spirale, que je ne connais pas, j'ai pas encore gratté plus avant, qui est un collage. Il y en a un rue Saint-Nicolas, il y en a un rue des Mariettes par lequel on passe aussi, il y en a un pas très loin de l'atelier Blétry par lequel on passe aussi. Et donc voilà, c'est une enquête que je dois mener pour savoir qui est ce fameux Spirale. Très bien. Ouais. Je vais me tourner un peu vers Alexa pour parler un peu plus de l'événement sur l'aspect, on va pas dire technique, mais pour savoir un peu pourquoi vous êtes centré sur l'art urbain, parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore assez démocratisé, et vous avez voulu partager cette passion, entre guillemets. Alors déjà, on était dans un contexte pré-confinement. Quand on a commencé, c'était juste avant, et je pense que les gens avaient besoin d'être à l'extérieur. C'était quelque chose de se retrouver aussi à l'extérieur, c'était un besoin. Et puis une balade faite sous l'art urbain. Moi, j'ai redécouvert en fait l'art urbain par les yeux de Dominique, parce que je connaissais de Paris les frigos, je connaissais voilà, dans le quartier du 13e, je connaissais à Gare de l'Est. Enfin, il y avait beaucoup de choses que j'ai vues. J'ai vu les débuts de Gisbard. Enfin voilà, j'ai vu vraiment beaucoup de choses à Paris. Et quand je suis arrivée à La Rochelle, j'avais peur de manquer de culture parisienne à La Rochelle. Et en fait, j'ai découvert plusieurs univers d'art qui étaient à portée de main, qui étaient accessibles, mais il fallait apprendre à regarder. Et c'est vrai que quand Dominique en a fait la première balade, moi redécouvert tout ce qui était artistique. J'ai vu des nouvelles formes d'art par le pochoir. Après, j'ai été rencontrer Noirnito, effectivement, dans son atelier à l'hôpital Marius Lacroix. Enfin, il m'a montré comment il faisait les pochoirs, etc. Et puis, j'en ai mis certains aussi à contribution, comme Sorge, qui fait du graffiti plus lettrage, entre autres, et avec qui on fait aussi maintenant des ateliers, justement, pour compléter, après les balades urbaines, que les gens puissent s'essayer, justement, au graphe. Et ça crée une cohésion
cohésion entre les gens qui vont faire partie du groupe. Ça crée, même dans les balades, on voit les gens qui ne se connaissaient pas, qui viennent de plusieurs horizons différents, de différents âges, qui commencent à communiquer, qui commencent à parler, à raconter des anecdotes, à découvrir l'art et à le rapporter à des expériences qu'ils ont vécues eux-mêmes. D'origine, je suis coach et du coup, pour moi, c'est quelque chose de très important, justement, ces rencontres autour d'un sujet particulier. Et là, le fait d'être en plein air, de découvrir, d'aller de découverte en découverte ensemble, ça permet aux gens de libérer une certaine forme d'expression, de parole, et de prendre les rênes un petit peu de leurs émotions et puis de les partager les uns avec les autres. Et moi, c'est ce que je trouve génial, que ce soit dans les balades urbaines avec Dominique, et puis après, lors des ateliers avec Sorge, et puis bientôt Epsig, et de découvrir des nouvelles formes des modes d'expression. Alors c'est vrai que vous me direz, le street art, ça existe depuis un moment. Depuis longtemps, mais c'était quelque chose d'assez underground avant. Voilà, c'était presque quelque chose, enfin, moi je l'ai vécu un peu comme quelque chose d'interdit. Il fallait interdire d'écrire sur les murs, enfin, ce que tous les parents disent aux enfants. Donc c'est vrai que quand ils ont l'occasion de faire du graffiti sur un mur en plein centre-ville, ils ont des étoiles dans les yeux, et au début même, il y a un petit peu d'appréhension. On voit, mais est-ce que j'ai vraiment le droit, ou est-ce que je vais pas me faire gronder, ou voilà, et c'est quelque chose après, c'est une forme d'expression qui est importante. Et puis il y a aussi des histoires qui sont racontées, il y a des messages, Dominique en parlerait mieux que moi, mais il y a aussi des belles histoires. Je vois avec Ampérix, avec ses petits personnages, son personnage à tête d'ampoule, qui part dans des fusées, qui vit au gré de l'actualité. Super Bourdi, pareil, avec son Bobby qui vit il a fait les élections, voter Super Bourdi, ça a été, Super Bobby, pardon. Ça a été intéressant aussi. Et puis il y a d'autres artistes avec qui on commence à collaborer pour d'autres choses, comme Artiste, qui n'est pas de La Rochelle mais qui graffe souvent à La Rochelle, qui a fait une magnifique fresque très colorée rue Saint-Nicolas, et qui nous a fait d'ailleurs le logo des balades urbaines. On prend un parrain dans les street artistes qui à chaque fois nous honore de son talent, et puis nous fait les badges et puis les petits stickers pour parler des balades urbaines. Et pour nous, c'est... on leur fait pas de la pub, mais pour nous, c'est de dire, on reconnaît votre talent, on est content. Non, ils se font de la pub tout seuls, en fait. Mais on parle d'eux avec grand plaisir, et c'est pas une activité de dire... on est en cohésion avec ces artistes. Et d'ailleurs, alors je vais pas, c'est pas pour, j'ai pas vu toutes les balades urbaines qui se font partout dans le monde. Il y en a beaucoup de plus en plus. Il y en a aussi à Bordeaux, je crois, qui ont lieu. Mais je trouve que celle avec Dominique, ce qui est génial, ce que je trouve, c'est au niveau de l'interactivité. À chaque balade, il rencontre des gens. Il est très très connu par tous les artistes. Il a été à la rencontre de tous les artistes avec sa Marguerite La Rochelaise, avec sa petite vache. Et du coup, il a fait des interviews de la plupart des artistes. Et à chaque fois, on l'arrête dans la rue. Et quand il fait des balades, il va à la rencontre des artistes. Et les gens ont ce contact avec les artistes. Pourquoi vous avez choisi la vache pour représenter votre blog? En fait, c'est un petit peu comme l'histoire du nain d'Amélie Poulain. C'est à la base, Marguerite, c'est ma mascotte de voyage. D'accord. Et donc que j'ai photographié. Elle est photographiée devant la Tour Eiffel, devant le Mont Saint-Michel. C'était le moyen de, plutôt que d'envoyer des cartes postales, j'envoyais la photo de Marguerite devant les endroits. Et quand je suis arrivé à La Rochelle, en fait, j'ai créé un compte, un compte Facebook avec Marguerite. Et puis, ça fait un petit peu boule de neige jusqu'au moment où je me suis dit, je vais en faire quelque chose. Et j'avais un peu fait le tour de la prendre en photo devant les tours de La Rochelle. donc je me suis dit, je vais créer une page. Donc ça, je l'ai appelée Marguerite La Rochelaise, puisqu'elle était maintenant rochelaise, où je me suis dit, je vais parler de ce qui se fait au niveau de l'art à La Rochelle. D'où après les attraits sur les arts plastiques, l'art urbain, tout ce qui était très présent sur la ville de La Rochelle. Alors je vais revenir sur ce que vous avez dit, Lexa. Dominique, vous racontez aussi des histoires, parce que cette balade, c'est un peu une galerie à ciel ouvert, comme vous l'avez dit, donc vous êtes là aussi pour raconter un peu les histoires des graphes, des artistes, de ces œuvres. On va passer une séquence, parce qu'on allait vous filmer la semaine dernière, sur une fresque mémorielle, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de cette fresque ?
Alors c'est ce que je dis à chaque fois, c'est la fresque mémorielle de la friche du Gabu, donc qui est en hommage à Terence, alors Terence Robert de son nom, et qui est une fresque qui a été réalisée en 2014, année où Terence Robert est décédé d'un accident bête de longboard. En fait, il est sorti un matin, alors de mémoire c'était en février de 2014, il est sorti en longboard, alors c'était pas par gros temps, c'était par un temps un peu agité, mais pas non plus gros temps. Et on ne sait pas exactement si il s'est pris un mauvais retour de vague et il a été assommé par le longboard, toujours est-il qu'on l'a retrouvé malheureusement noyé. Et Terence faisait partie il était très connu dans le milieu des cultures urbaines, c'était un DJ. Il était de quasiment toutes les soirées hip-hop, battle, de troisième mi-temps de basket. Voilà, toutes ces soirées-là, il était très très présent. Et donc dès le lendemain de sa mort, c'est Péon, donc un artiste rochelais qui a quitté La Rochelle maintenant, mais qui habitait à La Rochelle à l'époque. Péon a dessiné. Alors Péon a cette faculté extraordinaire à partir d'une photo de vous la mettre en 4x3 sur un mur en un temps record. Et donc il a dessiné le visage de Terence en hommage. Alors le visage actuel alors c'est toujours Péon qui l'a fait, mais c'est le deuxième, c'est pas celui de 2014, puisque avec le temps les couleurs s'étaient un peu altérées, et donc c'est le deuxième visage par rapport à celui qui avait été posé en 2014, tout comme le décor qui est autour. Alors de chaque côté de son visage, en fait, écrit en écriture stylisée, en graffiti, c'est ces deux noms d'artistes. Donc il avait deux noms d'artistes DJ. D'accord. Donc d'un côté, alors c'est à gauche, c'est Obsèque. Qui n'a rien à voir avec sa mort, c'est pas les obsèques, mais c'est OBSEK, et à droite c'est Slim T. Donc ça c'est ces deux noms d'artistes, et de chaque côté de son visage, donc il y a les deux baffles qui évoquent le fait qu'il soit DJ. Très bien, c'était très intéressant. Lexa, je vais vous interroger aussi, il y a 3 formats dans ces balades urbaines, donc les dominicales, à l'heure du goûter et les noctambules. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu les différences entre... Oui, bien sûr. En fait, les dominicales, c'est venu du nom de Dominique, et parce qu'on volait la vedette un peu à la messe le dimanche, le dimanche matin, puisque c'est une balade qui a lieu à partir de 10h30 jusqu'à environ midi et demi. Pas tous les dimanches, mais au moins un dimanche par mois. Voilà, et qui a lieu dans toute La Rochelle, le parcours habituel. Voilà. C'est un format qui est assez prisé par toutes les personnes qui lèvent tôt le dimanche matin, ou qui ont une activité aussi professionnelle la semaine, des personnes âgées aussi, avec les enfants. Généralement, les formats familiaux, c'est plutôt pour la noctambule. Donc là, la noctambule, c'est plutôt le soir, entre chien et loup, à l'heure où le soleil se couche, généralement. Donc l'été, c'est 19h30, puisque le soleil se couche un petit peu plus tard. Et ça dure pareil, 1h30 à 2h. Le même parcours, mais c'est à la lampe de poche. Donc on fournit des petites lampes de poche. Et en fait, ça donne un autre éclairage sur l'art urbain dans La Rochelle. C'est très agréable à faire, en plus de comme ça en soirée. L'été, on évite... Il n'y a pas beaucoup de noctambules parce qu'il y a énormément de monde dans La Rochelle le soir. Par contre, tout le reste de l'année, il y a au moins une noctambule par mois, c'est sûr. Il y en a actuellement encore. La prochaine, c'est vendredi. Vendredi. Noctambule avec les petites lampes de poche. Ça plaît beaucoup aux enfants. Et puis, ça donne un caractère très spécial. On a vu, par exemple, pour les fêtes de Noël, il y avait aussi des éclairages qui étaient faits par... J'ai oublié le nom. Mr. Bloom. Mr. Bloom, voilà. C'est bien, vous complétez. Un vrai duo. Et du coup, effectivement, ça a rendu très magique ces balades urbaines noctambules, avec tous ces éclairages de nuit, et puis notamment, c'était... Vous allez chercher quand même des petites astuces pour renouveler un peu les balades Il s'est trouvé que dans le parcours...
fait, le parcours qui a été choisi est un parcours assez... c'est un parcours assez artistique et patrimonial, même si le but de la balade, moi je parle pas des monuments, je parle pas du patrimoine en soi, c'est pas le but de la balade, puis je fais pas concurrence aux guides de La Rochelle qui font... L'objectif c'est d'apporter un autre regard sur la voilà. ville et faire découvrir... Mais on a un parcours qui sillonne la ville et donc là notamment c'est vrai que cet hiver il y avait des installations lumineuses de Mr Bloom qui se sont trouvées pour certaines sur le parcours, donc on a profité pleinement. Aurélie, vous, si vous devez choisir, vous choisirez laquelle? Les dominicales, la noctambule ou à l'heure du goûter? Il se trouve que vendredi c'est libre, s'il y a encore de la place. Avec plaisir. J'aimerais bien vous rejoindre vendredi en plus, là c'est vrai que... Vous aimez bien le street art, enfin, vous avez déjà dû forcément tomber sur une œuvre à La Rochelle ou dans d'autres villes. Oui, on voit forcément. Ça vous intrigue? Déjà rien que la notion de promenade dans la ville et de prendre le temps de regarder, de lever la tête et de regarder à droite à gauche, déjà ce principe-là je l'aime beaucoup, et le street art aussi, oui, c'est vrai que ça fait ressortir les bâtiments, des endroits un peu improbables, on passe devant la plupart du temps et des fois on ne les voit pas, et là prendre le temps de s'arrêter et de regarder et puis d'écouter ce que Dominique peut avoir à en dire, ça donne vraiment envie. Moi vendredi, avec plaisir, sur moi. c'est noté. Pour ajouter une petite chose aussi sur l'heure du goûter, en fait, l'heure du goûter c'est assez apprécié par les enfants parce que c'est le mercredi après-midi à partir de 15h30. D'accord. Et ça se termine par effectivement une pause gourmande avec un partenariat qu'on fait avec l'hôtel François 1er rue Bazoges qui nous accueille l'été ou quand il fait beau dans sa cour, dans son petit jardin où il y a pas mal d'œuvres aussi à découvrir à l'intérieur. Donc voilà, c'est des partenariats aussi qu'on commence à faire pour mettre aussi en avant les locaux, puisque c'est aussi un souhait, c'est de travailler avec les gens en local et de favoriser aussi la découverte de certains lieux comme ça qui sont un petit peu cachés, parce que c'est vrai que l'hôtel François 1er, quand on passe devant dans la petite rue Bazoges, on ne voit pas très bien. Et en fait, c'est un recel d'œuvres d'art. C'est une mine d'or, mais quasiment aucune œuvre ne se voit de la rue. C'est ça. Donc il faut vraiment rentrer à la fois dans la cour de l'hôtel François 1er, dans le hall, et puis sur le parking, il y a plein d'œuvres, mais en fait, quand vous êtes dans la rue, vous en voyez quelques-unes, mais un dixième de ce que l'on peut voir dès qu'on pousse un peu la porte. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, le street art, on peut parler d'un art engagé? Est-ce que toujours. Dans les graphes Rochelet, on retrouve des messages politiques actuels sur l'actualité? Oui, il y en a certains, alors que plus ou moins ouvertement dit, mais il y a des messages distillés, il y en a d'autres qui ne sont pas distillés du tout, qui sont clairs et nets. Oui, ça reste... alors, c'est pas que revendicatif, c'est pas toujours revendicatif, mais il y a toujours ce côté... le côté vandale, entre guillemets, qui est là. Même si il y a une chose que je souligne et que je dis à chaque fois, la ville de La Rochelle est extrêmement tolérante vis-à-vis de l'art urbain. Bon, justement, ça a changé un peu cette vision de l'art underground qu'on peut juste voir dans les sous-sols ou dans les couloirs de métro. Oui, parce qu'il y a eu une démocratisation du street art d'une part. Il y a parce eu qu'on aussi a quand même d'un côté un peu l'art urbain patrimonial, un peu à la Banksy, où on en fait tout un pataquès, et d'autres graffeurs qui sont un peu moins connus, où on parle beaucoup moins, pourtant leur art est tout aussi... Parce qu'il y a, comme sur toutes les autres formes d'art, la spéculation qui a eu lieu sur les œuvres de street art, alors on servit à la fois l'image et le regard de chacun sur le street art. Et après, il y a deux courants. Il y a ceux qui ne veulent surtout pas entendre parler de choses carrées, calées, et qui veulent rester et dans l'anonymat et dans le côté vandale, secret, de nuit, voilà. Et puis ceux qui profitent de cette visibilité pour justement
aller encore plus loin et participer à des commandes publiques et tout en continuant de graffer de façon sauvage entre guillemets sur les murs. Après, ce que je voulais dire à propos de la ville de La Rochelle, c'est qu'il y a une grande tolérance qui est faite. C'est vrai que sur la friche du Gabu, vous pouvez venir en plein jour, poser votre graphe. La maréchaussée ne viendra pas vous aligner ou quoi que ce soit parce que c'est une grande tolérance. Et de la même façon, dans la ville de La Rochelle, bon, évidemment, si vous allez graffer sur l'hôtel de ville, vous allez avoir des soucis. Mais je vois, il y a plein de collages qui se font dans la rue, très souvent en pleine journée. Et en fait, s'il n'y a pas de plainte du voisinage, les œuvres peuvent rester des années et des années. Il y a par exemple des collages de Auré, notamment, qui est un artiste parisien, qui est venu en résidence de création à La Rochelle il y a quelques années, ça doit faire 2 ou 3 ans, qui a collé une 50aine de ces Quetzalcoatl, donc c'est des serpents dragons, dans La Rochelle. Alors, pas mal ont été piqués parce qu'il y a des collectionneurs, mais il en reste quand même un certain nombre dans la ville de La Rochelle qui ne bougent pas tant qu'on les pique pas ou tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui a demandé à ce qu'ils soient retirés, ça peut rester très longtemps. Oui. Ok, ben en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec nous sur les balades urbaines. C'était très intéressant. Pour les passionnés et ceux les plus curieux, je vous mets l'adresse de Marguerite La Rochelle en bas de votre écran, sur laquelle vous pouvez retrouver donc du coup tout le travail de Dominique Alexa, et vous aurez aussi le site sur lequel vous pourrez réserver une place pour les balades urbaines. Encore merci Dominique Alexa. On va passer à une petite pause dans notre échange pour revenir sur la fête de la musique avant de parler du festival des ondes classiques et de l'association Musica, bien sûr, avec Aurélie. Samedi dernier, l'équipe d'Onis TV s'est arrêtée à Ferrières pour la The Fête de la musique, une fête de la musique avant l'heure, puisque cet événement se célèbre traditionnellement le mardi 21 juin. Un choix qui peut paraître un peu surprenant, et pourtant, tout était calculé par les organisateurs. Justement, l'un d'eux nous explique. Parce que ça va tomber un mardi, il me semble, et qu'en semaine, tu vois, faire la fête encore jusqu'à minuit, c'est un peu limite. Et là, on se dit, le samedi, c'est vraiment la bonne occasion de faire un truc dans nos communes. Parce qu'en fait, ça part du principe que des fois, on en a un peu tous marre d'aller à La Rochelle. C'est bouché, il y a les bouchons, on se piétine, on se marche sur les uns sur les autres. Alors que ici, c'est vraiment l'occasion de découvrir les groupes du coin et de passer une bonne soirée ensemble dans la commune. Alors à la The Fête de la musique à Ferrières, leur stratégie était simple, profiter à fond des artistes locaux venus enflammer la scène. Ce soir on a 3 groupes, on a les Bike Claps qui viennent de Saint-Hilaire-la-Palud, donc à 5 km par là. Donc Bike Claps, tu vois, ils font des petites reprises comme on aime tous, des trucs des familles. Après on va avoir Davy Man et les Swamp Lion, du reggae bien millimétré, bien roots et tout, qui nous arrivent de La Rochelle, de la Grève-sur-le-Mignon, on est vraiment dans le local. Et on finit avec les Sticky Swamp, et là ça va guincher sec. Alors malgré la canicule, le public était au rendez-vous. En même temps, ils avaient vraiment tout prévu. On a une équipe anti-canicule, très bien formée. Avant ils traitaient des tomates, maintenant ils traitent plutôt les humains contre tout genre de spasmes. Voilà notre équipe de sprayeurs. Tu peux montrer un peu ton outil, comment ça fonctionne? Ça fonctionne bien. Voilà. Bon, comme d'habitude, voilà, il y avait du monde. La fête de la musique reste quand même l'événement culturel qui rassemble aujourd'hui le plus de Français. Hier, elle a célébré donc ses 40 ans, un anniversaire qui a pu être total parce que plus de conditions restrictives avec la crise sanitaire. On reverra quelques images de l'événement, cette fois-ci à La Rochelle, en fin d'émission. On passe tout de suite, sans transition, à vous, Aurélie, avec le Festival des ondes classiques et l'association Musica. Donc du coup le festival revient au mois de juillet, du 20 au 26 juillet pour être exact, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Donc est-ce que vous pouvez nous dire déjà d'où vous avez eu l'idée de créer ce festival? Eh bien, tout simplement, suite à la crise du Covid, le festival de musique classique qui existait sur La Rochelle depuis presque 10 ans avait bien évidemment pas eu lieu en 2020. Et puis en 2021, quand j'ai appris qu'il n'allait pas rouvrir ses portes, je me suis dit que le public
comme les musiciens n'avaient vraiment pas besoin qu'on baisse les bras, mais ceci dit, je peux comprendre. Hein. La situation était compliquée. Je dis bon allez, on le fait. J'avais participé à l'organisation de ce festival pour 2019, et donc j'ai dit allez, on se lance. J'ai donc contacté les municipalités que je connaissais, qui pouvaient être ouvertes à ce genre d'idées, et j'aurais dit bon, si je remonte quelque chose, est-ce que vous me suivez? Ils m'ont dit allez, vas-y, fonce. 9 communes ont validé. 9 communes ont validé. Et puis, c'est comme ça que le festival Ondes Classiques est né en 2021. Au départ, je ne savais pas trop si ça allait être une seule et unique édition ou pas. Et puis plébiscité par les communes et le public. On a dit, bon allez, on continue l'aventure. Voilà, donc on aura une deuxième édition entre donc, le 20 rassurez-moi, et le 26. festival ne s'adresse pas qu'aux passionnés de musique classique. Absolument pas. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher tout le monde. Le mot d'ordre, c'est tu as des oreilles, tu as des tripes, alors tu as tout ce qu'il faut pour écouter la musique classique, qui avant tout est de la musique. À l'époque où les choses ont été écrites, c'était leur musique actuelle de l'époque. Alors oui, le temps a passé, mais enfin, on écoute encore le rock des années 60, hein, alors qu'on a changé de siècle. Donc pour la musique classique, c'est pareil. On a fait une grosse enveloppe où on a mis musique classique, alors qu'en fait, c'est pas si simple que ça. Il y a plein de courants, plein de compositeurs différents. Et personnellement, c'est une musique que j'ai vraiment découverte il y a peu. Au départ, j'étais vraiment un pur produit de musique actuelle. Et puis, au détour d'un concert où on m'avait invité, là, j'ai pris une claque monumentale et je fais « Waouh !» Et ça, c'était de la musique classique. Donc, c'était un récital de piano. Et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment ouvert la porte à la musique classique et j'ai commencé à regarder d'un petit peu plus près. Et c'était une très, très belle découverte pour moi. Et je me suis dit « Ok, je vais peut-être arrêter de dire que je n'aime pas la musique classique, parce qu'en fait, c'est prétentieux. Ça voudrait dire quoi? Que je connais tous ces siècles de musique? Ben non, pas du tout. Donc, je me suis dit, bon, maintenant, tu te tais, tu ouvres tes oreilles, tu vas voir, tu fais connaissance. Et j'ai découvert des artistes qui sont incroyables, parce que c'est des gens qui travaillent, mais comme des fous, pour nous donner 1 heure, 1 heure et demie de concert. Voilà, et... Donc je suis vraiment admirative de tous ces musiciens, de leur univers et de tout ce qu'ils peuvent avoir à raconter Puis avec leur musique. votre objectif, c'était aussi d'ouvrir la musique classique à tout le monde, oui. Et de faire partager donc du coup cet art qui est assez noble et qui a justement cette étiquette un peu élitiste où oui, de musique, tout le monde peut y accéder, alors que vous avez envie de prouver le contraire. Voilà, de musique savante. C'est un mot qui fait peur un peu. On se dit, bon, moi je suis pas savant, j'ai peut-être rien à faire là. Et en fait, pour moi, c'est pas de la musique savante, c'est de la musique qui est riche de couleurs et de sensations incroyables. Et il faut vraiment qu'elle puisse être entendue par tout le monde. Et pour ça, il faut faire... déjà venir des artistes, très très bons artistes, parce qu'elles souffrent pas forcément, comme la musique actuelle aussi, hein, de très mauvais musiciens ou juste bons. Hein, et puis la rendre abordable financièrement. Donc c'est pour ça que dans le festival, il y a des concerts gratuits. Et puis les autres tarifs sont vus avec les municipalités pour rester sur une petite fourchette. On n'est pas du tout dans les tarifs pratiqués par les festivals, les autres festivals. Parce que là, tout est organisé en partenariat avec les communes. Et l'association porte un risque financier, les communes supportent une petite partie financière aussi, et voilà, ça leur permet d'avoir des très belles programmations à un prix abordable pour eux, et puis à l'association de ne pas prendre seule des risques financiers. Voilà, et... Par exemple, l'an dernier, en 2021, j'ai mené ma petite enquête. Ouais. Sur une semaine de concert, 46 € au total. C'est quand même honorable. Oui, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas le festival de musique classique le moins cher de France, mais peut-être pas loin. Et j'étais assez contente de ça. Et je me suis dit, est-ce que les gens vont réaliser quand même qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'ils puissent venir, même avec des petits moyens. Et j'ai eu la réponse en cours de festival avec... Les artistes n'ont pas tiqué Ah ben ils viennent pas gratuitement. Oui. Alors oui, tiquer sur le fait que l'entrée pour leur concert n'était pas chère. Oui. De se dire ah oui tu me brades. Alors je dois avoir un artiste qui s'est posé la question.
Et je lui dis, en fait, le prix d'entrée pour venir te voir n'a rien à voir avec la qualité, avec ta qualité musicale. C'est pour les gens. Voilà. Et puis, en fait, il suffit de leur dire une fois et ils disent, ah bon, d'accord. Oui, voilà. Des êtres humains, après tout. Et puis le public a été au rendez-vous. Je pense que si ça avait 1200 spectateurs l'an dernier, j'ai compté. Enfin, oui, j'ai compté, oui, c'est oui. pas moi qui ai compté, mais au début. Oui, on a décompté à peu près 1200 spectateurs pour une première année sur une semaine. C'était vraiment super et vraiment très encourageant, sachant que c'était la première semaine du pass sanitaire. Donc on avait eu un gros moment d'angoisse en se disant « Oh là là, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que les gens vont venir ?» Et puis les gens sont venus. Les gens sont venus, les gens étaient contents. On voit à l'écran le trio Arnold. Le trio Arnold, c'est un des invités de ce festival. Oui, qui va se produire dans le parc du château de la Tourtière à Pilboro, le lundi 25, l'avant-dernier jour du festival. Donc c'est un trio qui a pignon sur rue, trois jeunes musiciens, violon, alto et violoncelle, qui se produisent sur des grandes scènes partout dans Alors France et justement, dans le monde. expliquez-moi comment vous avez fait le choix des lieux et le choix des musiciens. Comment ça s'est passé tout ça? Alors, avec les communes, c'était assez vite fait, ça, on a discuté ensemble, où est-ce qu'ils avaient, quel était le lieu dans leur commune qu'ils avaient envie de mettre en valeur. Et puis, moi, mon travail en fait vis-à-vis des communes, c'est de discuter avec les élus qui connaissent bien leurs administrés, de dire voilà, de quoi vous avez envie. Qu'est-ce que vous avez envie de proposer à vos administrés? Moi, j'essaie de faire des propositions aussi variées que possible pour qu'on ait un maximum d'instruments et de courants représentés pendant le festival, pour qu'il y en ait vraiment pour tous les goûts. Oui, vous êtes allé chercher quand même 14 musiciens, c'est pas mal. 15 musiciens encore. Oui, et puis moi je gratte, je cherche, je fais des recherches, je pose des questions aux musiciens que je connais déjà. Je lui dis, est-ce que tu as croisé, tu connais des musiciens qui seraient intéressants, qui auraient envie de venir aussi à La Rochelle, parce que j'ai envie que les musiciens qui viennent aient vraiment envie d'être là, qu'on soit pas juste une case sur leur planning de festival durant l'été, et qui se disent waouh, super, je vais jouer dans la CDA de La Rochelle, j'en suis ravie. Voilà, parce que c'est important, parce que alors bon, je pense que la plupart des musiciens sont contents quand ils vont jouer quelque part, mais c'était important pour moi qu'il y ait une réelle volonté d'être là, content d'être là, et qui nous propose des programmes. Pour le choix des programmes, moi je leur impose rien, étant donné que je ne suis pas une spécialiste de musique classique. Je découvre en même temps qu'eux, je leur dis qu'est-ce que vous avez envie de nous faire découvrir? Qu'est-ce que vous avez envie de nous jouer? Faites-vous plaisir, faites-nous plaisir. Et puis, si c'est des choses un peu compliquées, prenez juste la peine de nous expliquer le pourquoi du comment. Et puis, on peut sûrement tout entendre, tout écouter. Mais voilà, ayez envie d'échanger avec nous. Alors, je vais peut-être vous poser une question bête. Aujourd'hui, la musique classique, c'est que des reprises d'anciens morceaux classiques d'artistes connus comme Chopin. Oui. Alors, le principe de la musique classique, si on fait un parallèle avec la musique actuelle, on est sur de la reprise, mais en même titre qu'en musique actuelle, si vous reprenez un tube de téléphone, eh bien, vous allez le refaire. Voilà, vous allez l'interpréter à votre façon. Et bien, en fait, la musique classique fonctionne exactement de la même manière. Donc, il y a des moments, certains artistes vont interpréter une pièce de musique classique et vous allez aimer l'interprétation qu'il va en faire. Et puis, d'autres fois, vous allez dire quoi? Oh, mais non, j'aime pas ce qui. Non, mais ça, voilà, j'adore cette pièce, mais pas comme ça. Les autres genres musicaux. Voilà, morceaux que je n'apprécie pas plus que ça. Et il me l'a fait écouter d'une telle manière. C'est un pianiste argentin, Ezequiel Spuches, et il a joué ce morceau alors sur un petit piano droit sans prétention, un petit piano d'études, dans des conditions vraiment très intimes, dans une école avec les enfants là. Et il a mis tellement de soleil et de joie de vivre dans ce morceau, je l'avais jamais entendu comme ça. Et je lui ai dit écoute. T'as rempli ton pari, t'avais envie de me faire aimer ce morceau, cet impromptu de Schubert que je détestais. Et j'ai dit, quand tu le joues, je l'adore parce que je ressens des choses que j'avais jamais entendues. Voilà. Et d'où l'intérêt de faire venir des grands musiciens, des gens très généreux, parce que justement, ils ont cette capacité à... Ils sont accessibles, ces artistes, ils communiquent avec le public.
Vous avez choisi quand même des lieux assez restreints, on va dire, où les gens sont assez proches de l'artiste. Il y a une accessibilité entre public et artiste. Oui, mais c'est l'idée que les gens puissent se rendre compte que c'est des vraies personnes, que après les concerts, ils font pas juste un petit salut de la tête, hein, ils reviennent sur les applaudissements et puis après, ils s'en vont. On peut avoir parfois cette image-là de la musique classique, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais complètement. On a des codes, il y a des codes en musique classique qui datent de je ne sais quelle époque, qui sont pas forcément très agréables pour le public. Et moi, la première, je l'ai pas forcément aimée. J'ai vraiment aimé quand je me suis retrouvée dans des concerts avec des musiciens qui échangeaient, qui nous parlaient et qui étaient accessibles après, à qui on avait la possibilité de dire « Waouh !» Enfin, ça... J'ai aimé, c'était quoi votre truc déjà là c'est qui a écrit ça voilà, c'est vraiment c'est agréable de pouvoir échanger avec ces personnes. Et voilà, donc dans le festival, l'idée c'est que les musiciens soient accessibles, que le public puisse échanger après avec eux. Alors c'est vrai qu'avec le Covid, on n'a pas forcément pu faire toujours un petit pot après les concerts, mais on a réussi à le faire à Bourgneuf. Et puis cette année encore, on va tâcher de maintenir le petit pot d'après-concert en extérieur pour qu'on ait le temps. Et l'an dernier, donc la clôture s'était faite à Bourgneuf. Il y avait quelques artistes qui étaient encore là, qui sont venus justement gentiment au dernier concert. Donc on s'est retrouvés, le public a pu voir plusieurs artistes qu'ils avaient entendus la veille ou l'avant-veille, et puis les aborder. Pour la petite anecdote, c'était assez drôle parce que Olof Hansen, qui était un pianiste qui avait joué à Étré, donc là il avait ses lunettes parce qu'il est myope, hein, donc pendant le concert il n'avait pas ses lunettes, et puis là il avait ses lunettes, il n'était pas en costume, et puis il avait sa petite fille, son petit bébé dans les bras, et puis il y a une dame qui est venue le voir, puis qui commence à lui parler et tout, dit oh là là, j'étais à Étré l'autre soir là, oh il y avait un pianiste, oh j'ai adoré, hein, c'était super et tout, et elle l'a pas du tout reconnu. Et puis après il me dit c'est agréable quand les gens vous reconnaissent pas et puis ils vous disent des choses bien comme ça, voilà, et les gens m'ont dit c'était sympa, on a vu les gens qui étaient là le samedi à Marcy, les musiciens, et quand les gens les ont vus, le soir même parfois ils sont un petit peu impressionnés aussi, donc ils osent pas toujours, et puis le lendemain ils ont pris un verre ensemble, ils ont discuté, donc on arrivera à avoir un petit peu cette ambiance, je pense, cette année, puisqu'il y a aussi des musiciens, je leur propose de rester un petit peu plus longtemps s'ils en ont envie, et puis certains m'ont dit il y a un tel qui vient, je l'ai pas vu depuis une éternité, est-ce que je peux rester 2 jours de plus pour aller au concert, l'écouter, parce qu'ils sont tous par bons et par beaux tout le temps. Voilà, donc c'est cette ambiance aussi qui est sympathique à avoir. Voilà, et puis on va se promener dans la CDL La Rochelle. Hein, C'est un festival, donc c'est ambiance festival. Ah ben c'est tout à fait, hein, c'est ambiance festival. Et pour moi, ce qui est important, c'est que tous les spectateurs soient traités comme des VIP. Voilà. Quand j'accueille quelqu'un, je suis toujours très heureuse d'accueillir les gens dans les concerts, et voilà, quand ils repartent avec le sourire et heureux de ce qu'ils ont entendu, découvert. Je suis ravie, et ça donne envie de continuer. Alors, je à rappelle organiser juste des à choses. nos téléspectateurs, pour le festival, ça sera 8 concerts donc pour l'instant. Oui. 15 musiciens, 9 communes. Donc, Alors, 8 communes. 8 communes. Oui, okay. 15 musiciens, 8 concerts, 8 communes. Et ça se termine à la Jarne, il me semble. Oui, on fait une très belle clôture. Oui. Très belle clôture le mardi soir dans la salle Mélusine à la Jarne, avec le pianiste Alexander Gadiev. Dont on a vu les images tout à l'heure à son passé. Donc si vous n'avez pas encore entendu parler de lui, ça va devenir un grand nom du piano mondial. Je me suis dit peut-être qu'il n'aura plus envie de venir. Et quand je l'ai rappelé en disant « T'as toujours envie de venir à La Rochelle ?» Il me dit « Mais bien sûr !» Il me dit « Je serais ravie de venir. » Voilà. Et là... Donc l'opération est réussie. Oui. Bon, de toute façon, tous les musiciens qui viennent, j'ai tous une affection particulière, même ceux que je ne connais. Il y a que 2 formations musicales où je ne connais pas les gens encore en vrai, parce que j'ai pas eu l'occasion à cause du Covid, mais toujours eu des échanges très agréables, très sympathiques, par mail, par téléphone. Voilà. Sinon, tous les autres, je les ai rencontrés. J'ai déjà eu l'occasion de travailler avec eux. C'est que des gens que j'aime. Et
Voilà, et j'espère que les gens vont les aimer aussi. C'est parfait, Aurélie. Et vous travaillez aussi sur un deuxième projet qui est aussi en lien avec cette démocratisation de la musique classique. Vous avez voulu un peu faire découvrir ça aux prisonniers dans les maisons d'arrêt de de l'Île-de-Ré, pardon, Saint-Martin-de-Ré et la maison d'arrêt de Rochefort. Donc ce projet, vous m'avez dit que c'était pour l'instant... Là, c'est un projet qui a été complètement en stand-by à cause du Covid. Mais vous en avez un autre, et c'est plus vers les enfants malades ou atteints d'autisme, par exemple. Voilà, les enfants en situation de handicap, oui, alors là, c'est plus qu'un projet, puisqu'il y a une première partie qui a eu lieu à Limoges, dans une école qui a 3 classes spécialisées. Donc c'est musique et handicap. Avec l'association, on a offert un piano à cette école. Alors un petit piano droit qui va aller gentiment finir sa vie, mais qui sonne pas comme un piano de saloon quand même, qui a quand même malgré tout... C'est un projet que vous portez avec votre association. Musica, oui. Et donc, pendant 6 mois, se sont relayés 2 pianistes, Ezequiel Spouches, dont je parlais tout à l'heure, et le pianiste William Lecomte, qui fait partie du festival, qui revient pour la 2e année. Parce que c'est un pianiste de jazz, mais qui a des duos avec d'autres musiciens qui sont des musiciens classiques. Donc là, il jouera avec un violoncelliste classique. Et il revisite, il réarrange des morceaux classiques. Donc voilà, c'est assez surprenant, mais voilà, c'est très intéressant. Donc il avait accepté de partir avec moi sur cette aventure à Limoges. On ne savait pas exactement où on allait aller. Il y avait des enfants qui ont des déficiences cognitives, d'autres qui sont autistes et trisomiques, voilà, des profils différents. Des enfants qui allaient de 3 ans à 13 ans. Et puis on était parti avec une tram. Et on a vécu 6 mois absolument incroyables, des enfants qui sont juste magnifiques, qui, quand vous avez des coups de mou et vous dites « Oh là là, je suis fatiguée », bon, vous passez une journée avec eux et ils vous illuminent pour les semaines à venir. Vous dites « Ah oui, je sais pourquoi je suis là, oui, c'est vrai que c'est quand même sympa de travailler avec eux ». Et donc là, on est en train de travailler pour développer ce genre de projet aussi sur La Rochelle, pour d'autres structures qui accueillent des enfants handicapés, donc école ou IME, et puis bien évidemment on va continuer à Limoges, et pas plus tard que tout à l'heure William Lecomte m'a appelé en me disant « Au fait, tu en es où on fait quoi à Limoges? Tu t'oublies pas, tu me bloques les dates, hein, je reste très disponible même si j'ai beaucoup de travail ». Voilà, donc c'est super parce que les 2 pianistes qui savaient pas trop où ils mettaient les pieds aussi, ils m'ont dit « Bon, je te suis, hein. On verra bien, je n'ai pas d'a priori. » Et bon, là, on a fait la clôture à Limoges et ils m'ont dit « Bon, on fait quoi l'an prochain ?» Ça sera quand? Faut que je l'écrive. Voilà, mais ça, c'est super. Avec les enfants et les enfants de l'école en général, parce qu'on a fait aussi un concert avec ces 2 messieurs. Le conservatoire de Limoges nous a prêté son auditorium pour que les 2 pianistes leur fassent un vrai concert. Et les enfants adorent la musique classique. On a fini l'année avec un blind test de musique classique. Alors, ils ont été plus ou moins bons, mais c'était la première saison. Mais ils ont adoré ça. Et quand on leur dit tu préfères quoi, ça ou ça, ils disent « Ah non, mais moi, j'adore la musique classique. » Et je me dis bon, c'est bien. C'est un pari qui est gagné de se dire si on aborde par la bonne porte avec les gens, ce soit les enfants ou même les adultes, eh bien la musique classique, ça peut parler à tout le monde. Savoir que Beethoven, c'est très rock'n'roll, ça peut paraître bizarre, mais Ezequiel nous a prouvé que Beethoven était très rock'n'roll et on s'est tous regardés en disant ah ouais, là c'est quand même très très rock'n'roll et c'est Beethoven, ah ouais d'accord. Et c'est ça qui est génial, de découvrir tout ça avec eux, et c'est ces petites choses là que par le biais du festival, avec des musiciens qui savent parler, qui savent expliquer leur amour de la musique, la décortiquer, leur dire, nous donner les clés de lecture et dire écoutez, vous entendez ça? Vous voyez, c'est pas si suranné que ça comme musique, et tout d'un coup, c'est vrai qu'on entend une dimension différente à cette musique. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup Aurélie d'avoir partagé votre passion aussi, hein, parce que maintenant c'est une nouvelle passion pour nous, la musique classique, on peut le dire. Je suis certain que votre programme va réussir à conquérir tout le monde. On va passer à l'agenda des sorties tout de suite.
Donc comme chaque semaine, je vous ai sélectionné 6 événements à ne pas manquer dans les prochains jours. On commence avec le festival Moulstock. Les vendredis 24 et samedi 25 juin, les membres de l'association Fête en Stock organisent leur festival Moulstock à Charon. L'événement musical 100% gratuit revient après 2 ans d'absence sous une nouvelle forme. Donc en 2 jours, avec le premier jour, le vendredi, un DJ set et le samedi, des concerts de rock. 10 000 festivaliers sont attendus pour un programme éclectique et festif, précédé dans la matinée du samedi par des défis sportifs déguisés, qu'on appelle le défi de rôle et le défi du marais. Les festivités seront lancées dès le vendredi avec 3 DJ, je vous l'ai dit. Guts, un des membres fondateurs d'Alliance Ethnique, Segnor Capéo et le fabuleux bootlegger DJ Moule. Le lendemain, Moulstock revient à ses origines. Dès 17h, le rock festif et engagé fait son retour avec la fanfare Les Fils de Touépou, le groupe local Quinte Flush, les rockers engagés de Goula Masca et le groupe nantais Cachemire. Toutes les informations sur Moulstock sont à retrouver sur le site internet que vous verrez également en bas de votre écran. Vendredi 24 et samedi 25 et aussi le dimanche 26 aura lieu le festival Note en Vert au parc des Coureilles à Périgny. Donc 8 shows sont programmés sur la grande scène. Le festival revendique un métissage culturel, y compris dans la programmation. Se succéderont sur la grande scène le vendredi et le samedi soir des airs de reggae, de pop, soul, folk ou encore de musique traditionnelle du Burkina Faso. L'étoile montante de la pop en France, Kimber Ross, sera de la partie. Son dernier album, Out, a récemment été certifié disque d'or. Elle se produira sur la grande scène le samedi soir. Figure incontournable du reggae en France, le groupe Danakil, lui, clôturera la soirée du vendredi. On passe à Châtel Fête l'Afrique. Depuis plus de 20 ans, le cœur des Châtelaillonnais s'enflamme tous les week-ends de juin. Enfin, surtout le dernier week-end de juin. Ils sont plus de 800 à s'investir tout au long de l'année au sein de 7 quartiers de la commune pour faire de Châtel en Fête un des événements marquants de la programmation événementielle de la Charente-Maritime. Alors, labellisé site en scène, Châtel Fête l'Afrique sera la 3e date de ce festival 100% Charente-Maritime. Samedi 25 et dimanche 26 juin, les Châtelaillonnais embarquent le public vers le continent africain, des hommes touaregs au fin fond du Sahara, à Orbikanda, une Afrique imaginaire et futuriste inspirée des Black Panthers. Le voyage sera ponctué de danse, de musique, de costumes colorés et de décors féeriques, un safari géant pour les petits et pour les grands. Pareil, vous retrouverez le site de Châtelaillon Fête l'Afrique en bas de votre écran. On passe maintenant aux visites sensorielles à Surgères. Donc la communauté de communes Onis Atlantique et Onis Sud et l'office de tourisme Onis Marais Poitevin organisent en juillet et en août des visites sensorielles du château de Surgères. Donc le but, c'est écouter, regarder, respirer, toucher, goûter et faire appel à vos sens pour découvrir le centre historique de Surgères. Au cours d'une visite sensorielle, on vous parlera d'histoire et de patrimoine, bien sûr. Un conseil pour cet événement, laissez-vous guider et laissez vos sens faire le reste. Le jeudi 30 juin, vendredi 1er juillet et samedi 2 juillet, l'association Légalipod se met en scène au prieuré de Montier-Neuf à Saint-Aignan pour vous proposer une pièce de théâtre vivante et humoristique qui s'appelle 1939 Montier-Neuf fait de la résistance. Une quinzaine d'acteurs locaux reviennent en 1939, justement, pour vous raconter une histoire dans le village de Saint-Aignan au début de la Seconde Guerre mondiale, sous forme légère et comique, avec de nombreux clins d'œil au cinéma français, comme des références à la 7e compagnie, Rabbi Jacob, ou encore Papy fait de la résistance. Enfin, on termine avec l'exposition Art en eau trouble. Cette exposition en partenariat avec le parc naturel régional du Marais Poitevin aborde les zones humides sous l'angle original de l'histoire de l'art, à travers de la reproduction d'une trentaine d'œuvres issues de différents univers artistiques comme la peinture, la sculpture, la littérature ou encore les jeux vidéo. Encore merci à mes 3 invités pour votre participation, c'était très intéressant. Nous on se quitte avec des images de la fête de la musique à La Rochelle. Je vous ai glissé un petit blind test dans la séquence. À vous de retrouver les 2 dernières musiques. Sinon, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Culture et Pot de Banane. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.
Merci.